Soit ils disent non, soit ils disent oui, et alors dans ce cas là c'est un petit peu la roulette russe. À chaque fois moi ils me pointaient un truc sur la carte qui était écrit en chinois, ils me disaient on a ça, je disais ok, mais du coup je savais même pas ce que je commandais. Ma mère se retrouvait avec des numéros chinois qui l'appellent à 3h du matin, elle se réveillait en panique en pensant que j'avais un problème alors pas du tout. Enfin bref voilà, encore une fois c'était pas l'idéal. Ensuite j'ai fait Zhangjiajie, désolée pour les prononciations, une petite apparition ma foi. Bon les loustiques, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je tourne en extérieur, donc ça va être un petit exercice de combattre le regard des autres, même si en vrai je suis en Chine, je pense que personne ne comprend ce que je raconte, et puis de toute façon tout le monde se filme ici. Bref, j'espère aussi que vous m'entendez bien, normalement il n'y a pas trop de vent donc ça devrait le faire. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de tous mes conseils et recommandations pour votre prochain voyage ici. Quoi de mieux du coup que de filmer ça mon dernier soir à Shanghai, enfin mon dernier soir en Chine tout court. J'ai derrière moi la skyline de la ville, c'est trop beau. Comme vous pouvez voir il fait un petit peu froid ici, je sors d'Australie donc je fais ce que je peux, j'ai ma casquette en guise de bonnet et là j'ai toutes les couches de pull possibles imaginables que j'ai dans mon sac. En fait je vais faire cette vidéo parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Chine c'est quand même très à part comme pays, enfin peut-être que vous le savez pas, mais du coup si vous prévoyez un voyage là-bas faut quand même savoir un minimum de choses avant de partir. J'avais vu le TikTok d'une meuf qui parlait justement un petit peu de la hype qu'il y avait autour de la Chine ces derniers temps, et du coup il y avait des gens qui n'étaient pas forcément assez bien renseignés et qui se rendaient en Chine et qui se rendaient compte que c'était pas du tout comme ils pensaient, qu'il y a plein de choses qui sont différentes, qui sont galères, et qu'il y a des gens du coup qui se retrouvaient en fait à pas aimer le pays parce qu'ils étaient pas assez renseignés. Donc voilà, je dis pas du tout que ce voyage n'est pas fait pour tout le monde, juste voilà, il faut être alerté sur certains trucs. Par exemple la carte bleue, vous ne pouvez pas l'utiliser ici, personne ne paye en carte bleue, vous payez tout en QR code. Donc ça je l'expliquerai plus tard, mais voilà c'est quand même déjà une grosse différence à laquelle on s'attend pas forcément. Donc moi du coup c'est vrai que je m'étais vraiment préparée mentalement avant le voyage. En fait tout le monde m'avait alerté, tout le monde m'avait dit mais en Chine si tu parles pas chinois ça va être super galère. Enfin tout le monde en avait fait un petit peu, touche une montagne, que ça allait être vraiment compliqué. Du coup j'étais tellement préparée que en fait une fois arrivée finalement ça allait, parce que du coup je m'étais vraiment mis en tête que ça allait être plus difficile que notre voyage, et du coup au final effectivement il y a quelques ajustements à faire, mais honnêtement on s'adapte très vite. En quelques jours voilà vous êtes fait à un petit peu toutes les formalités ici. Moi c'est vrai que j'ai commencé progressivement au niveau de mon itinéraire pour l'adaptation. C'est que j'ai commencé par la ville d'Hong Kong qui est quand même assez à part de tout le reste de la Chine. À Hong Kong vous pouvez toujours payer par carte, enfin en tout cas dans la plupart des endroits moi j'ai pu payer avec ma carte. Ils parlent plus anglais, j'ai l'impression, il y avait plus d'endroits où ça allait, je pouvais communiquer avec eux. C'est vrai que voilà ça m'a aidé à plus progressivement m'y faire. Donc premièrement pour ce qui est du visa, si vous êtes français vous pouvez rester jusqu'à 30 jours sur le territoire sans visa. Voilà moi je suis restée entre 28 et 29 jours, je suis plus sûre exactement, et du coup j'ai eu aucune démarche à faire à ce niveau là, juste vous arrivez à l'aéroport, ils vous tamponnent votre passeport et c'est tout. Ce qu'il faut faire avant le départ absolument, il y a plusieurs trucs à installer. Donc premièrement on va avoir le VPN, parce que ici en fait en Chine Instagram, TikTok, tout ça c'est complètement bloqué, vous n'aurez pas accès à toutes ces applications si vous n'avez pas de VPN, donc c'est quand même assez important je trouve. Même je crois que Google c'est bloqué, enfin honnêtement ça coûte pas si cher que ça, je vous conseille vraiment de prendre un VPN pour votre voyage, sinon vous risquez vraiment d'être limité sur plein d'applications de votre téléphone. Donc moi j'ai utilisé NordVPN, j'ai vu qu'il y en avait qui utilisaient Let's VPN, mais je crois que moi j'avais vu un peu ça avec ChatGPT. ChatGPT m'avait dit que c'était plus safe de prendre NordVPN, que c'était dans les mieux classés, parce que même certains VPN peuvent être bloqués par la Chine quand vous arrivez. Voilà, je vous conseille quand même de la jouer sécure, de vous renseigner un petit peu sur quels sont les meilleurs pour la Chine. Donc ça par contre installez-le avant, c'est hyper important. Moi je l'ai installé 3-4 jours en avance, vous pouvez très bien le télécharger juste un jour à l'avance, mais voilà si vous l'activez que une fois arrivé en Chine ça sera trop tard en fait, donc il faut vraiment le faire avant. Ensuite les applications indispensables qu'il faut aussi configurer en avance, on a les deux essentiels, WeChat et Alipay. Donc avec ces deux applications là vous pourrez tout payer en Chine, tout fonctionne comme ça. Même le cash en vrai ils s'en servent pas vraiment, enfin moi j'ai jamais retiré de cash, j'en ai jamais eu l'utilité. Tu fais tout avec les QR codes de WeChat ou Alipay. Donc en gros c'est des QR codes qui sont générés sur ces applications là, que tu scannes ou alors que le commerçant te scanne, et qui sont directement reliés à ta carte bancaire, du coup qui débitent sur la carte que tu as choisie. D'où l'intérêt de configurer ça avant, de mettre votre carte au préalable, d'être sûr que voilà, tout fonctionne bien. Ces deux applications là ne servent pas que à payer, vous avez WeChat pour communiquer. Donc, par exemple moi dans certains hôtels directement ils me proposaient de m'ajouter sur WeChat parce que encore une fois ils parlent pas anglais, et en fait sur cette application vous avez dans le chat en fait des traductions automatiques, donc c'est vrai que c'est assez pratique pour communiquer. Et après sinon du coup pour Alipay, moi je l'utilise aussi pour les transports. Vous avez du coup une petite icône transport qui vous génère pareil un QR code en fonction de la ville ou du lieu dans lequel vous êtes. Voilà en gros c'est un pass pour les transports gratuits, et après vous avez juste à scanner dans les bus et dans les métros pour pouvoir passer. Pareil ça aussi c'est un truc assez surprenant, mais ici ils vous contrôlent avant de rentrer dans le métro. Donc par exemple tous ces trucs de sécurité que nous on a uniquement pour l'aéroport, genre de passer votre sac et tout dans des trucs pour scanner, mais ça vous l'avez du coup à chaque fois que vous prenez le train et à chaque fois que vous prenez le métro. Le train à la limite pourquoi pas, mais le métro je vous jure au début c'est trop chiant de devoir à chaque fois passer son sac,
flashbacks, de se faire contrôler, de se faire biper. Puis bon, au final, à la fin, tu t'y fais, mais c'est vrai que nous, on n'a pas trop l'habitude de ça en France. Et du coup, comme je disais, pour le cash, moi, j'en ai pas eu besoin. J'en ai juste retiré au début à Hong Kong quand je suis arrivée, parce que comme j'arrivais pas à utiliser WeChat et Alipay, que j'ai su après en fait que ça fonctionnait pas à Hong Kong, du coup, c'est vrai que les seuls endroits où ils prenaient pas la carte, je pouvais utiliser le cash. Donc à la limite, pour Hong Kong, peut-être ça peut être utile, mais sinon, dans tout le reste de la Chine, même les plus petits commerçants, vraiment, il y a une mamie, je lui ai acheté des fruits qu'elle vendait à l'arrière de son vélo. Elle avait WeChat, elle avait son QR code que je pouvais scanner pour lui payer. Donc vraiment, je vous assure que les QR codes fonctionnent absolument partout. Ensuite, comme autre application, on a Didi. Donc c'est un petit peu l'équivalent de Uber en France, où vous pourrez du coup commander vos taxis sur l'application. Ça se fait super simplement. En fait, c'est la même chose que Uber en gros, mais moins cher du coup. Ensuite, vous avez AMAP, je sais pas comment on prononce. C'est l'équivalent de Google Maps, parce que voilà, il faut savoir que Google Maps est très très limité en Chine. Moi au début, j'ai vraiment persévéré, je voulais absolument me servir de mon Google Maps. Alors encore une fois, ça fonctionne à Hong Kong, donc j'ai commencé à Hong Kong, donc ça fonctionnait, donc c'est pour ça que j'ai persisté par la suite. Je me disais mais pourquoi ça marche plus dans le reste de la Chine, mais du coup encore une fois c'est différent. Et du coup dans mes premières destinations, j'essayais de me diriger, donc je mettais d'un point A à un point B et ils me proposaient aucun itinéraire. Genre j'avais même pas l'itinéraire à pied, j'avais pas d'itinéraire de transport, c'était que des trajets en voiture qu'ils me proposaient. Du coup au début j'étais dans une ville un peu paumée, donc je me suis dit ah bah il y a peut-être pas de transport, peut-être que tout se fait en voiture. Et après j'ai vite compris qu'en fait c'est juste Google Maps qui était complètement à la ramasse et que du coup il faut absolument télécharger AMAP qui pour le coup fonctionne dans toute la Chine. Ensuite vous avez trip.com, moi c'est là-dessus que j'ai réservé absolument tout, que ce soit hôtel, train, excursion, j'ai tout réservé là-dessus. J'ai plus l'habitude de réserver sur booking.com de base quand je voyage, mais du coup pour ce qui est des hôtels apparemment vous avez plus de choix sur trip.com et c'est là-dessus aussi que vous pouvez réserver tous vos trains. Ça a été hyper pratique pour moi parce que j'ai fait tout mon voyage en train. Donc, du coup comme je réservais mes trains sur trip.com, du coup je réservais aussi mes hôtels et je réservais aussi les excursions. Donc voilà, j'ai tout fait sur cette application parce que c'était pratique en fait tout simplement. Je sais que pour les trains il y a d'autres alternatives, vous pouvez utiliser Indigo Asia, il y a aussi l'application chinoise parce qu'en fait du coup trip.com il vous prend quelques euros de frais à chaque réservation, mais honnêtement j'avais pas envie de me prendre la tête avec l'application chinoise, de chercher à comprendre. Voilà, si vous voulez la jouer tranquille, facile, trip.com c'est le mieux. Et ensuite évidemment une application pour traduire. Moi j'ai utilisé Google Traduction. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure appli pour traduire parce que je me suis retrouvée dans des situations où vraiment la traduction n'avait absolument aucun sens. Genre, la personne me parlait en chinois, j'avais une transcription en français qui ne voulait absolument rien dire. Donc peut-être qu'il y a des applications qui sont mieux que celle-là. Petit tips néanmoins pour du coup Google Traduction, j'ai remarqué que ça marchait mieux quand tu faisais la traduction du chinois à l'anglais plutôt que du chinois au français. Si j'écrivais ma question en français, j'ai l'impression que les gens comprenaient moins bien que si j'écrivais en anglais où ça passait déjà un peu mieux. Voilà, c'est une astuce, si vous parlez anglais, peut-être passer directement par l'anglais plutôt que le français. Ensuite, pour ce qui est d'internet et la carte SIM, alors ça j'ai l'impression que personne n'en parle, donc peut-être que je suis la seule à avoir rien compris. Tout le monde conseille de prendre une eSIM, que c'est le moins cher et le plus pratique, mais en fait moi la eSIM, du coup c'est ce que j'ai, mais en fait j'ai rencontré plein de problèmes avec ça parce que du coup vous n'avez pas de numéro de téléphone chinois et en fait il y a plein de moments, plein d'applications qu'il faut valider avec votre numéro de téléphone. Sauf que du coup je ne vais pas le valider avec mon numéro de téléphone français puisque je ne vais pas l'activer en Chine, sinon je vais avoir des frais. Donc du coup j'avais pas de numéro de téléphone et c'est vrai que ça c'est handicapant pour plein de cas. Par exemple du coup pour l'application de taxi Didi, pour créer votre compte il vous demande de faire la confirmation avec un numéro de téléphone. Donc du coup heureusement moi à ce moment là c'était le jour en France, donc j'ai pu appeler ma mère, mettre son numéro de téléphone et lui demander à ce qu'elle me donne le numéro de confirmation. Donc c'est plutôt bien tombé, mais du coup sinon j'avais pas de solution en fait, je pouvais pas créer mon compte. Et même du coup par la suite comme j'avais mis le numéro de téléphone de ma mère, en fait du coup à chaque fois que je commandais un taxi et que le taxi essayait de me contacter pour savoir où j'étais, du coup ça appelait ma mère en France, des fois en plein milieu de la nuit, donc ma mère se retrouvait avec des numéros chinois qui l'appellent à 3h du matin, elle se réveillait en panique en pensant que j'avais un problème alors pas du tout. Enfin bref voilà, encore une fois c'était pas l'idéal. Pareil, un truc tout con, même pour commander mes chocolats chauds les gars ça a été compliqué. J'ai trouvé une super chaîne de café qui fait des super chocolats chauds. Chaque chocolat chaud que j'ai commandé ça a été une bataille parce que j'ai pas de numéro de téléphone, donc à chaque fois je devais expliquer à la personne que je pouvais pas commander par QR code. Du coup le vendeur commandait mon chocolat chaud avec son téléphone, avec son compte en banque et après c'est moi qui lui faisais un virement sur son QR code. En fait là c'est hyper abstrait mais vous vous rendez compte la galère que c'est de prendre un chocolat chaud si t'as pas de numéro de téléphone. Voilà, moi si c'était à refaire je prendrais vraiment une carte SIM chinoise que vous prenez à l'arrivée. Alors pareil, ça je sais pas si dans tous les aéroports vous pourrez en trouver une. Moi quand je suis arrivée à Hong Kong j'ai eu de la chance, il y avait un 7-Eleven un petit peu caché qui vendait des cartes SIM. Mais du coup quand je vois comment j'ai galéré à en trouver une à l'aéroport d'Hong Kong qui est quand même un gros aéroport, je me demande si c'est tant répandu que ça de trouver des eSIM à l'aéroport. Donc peut-être à la limite ce que je peux vous conseiller c'est de prendre une
eSIM pour le premier jour, pour votre arrivée, pour être sûr d'avoir internet quand vous arrivez à l'aéroport jusqu'à votre hôtel par exemple, et après dans la ville vous prendre une vraie carte SIM. C'est vrai que dans les autres pays, quand tu arrives à l'aéroport, vous êtes assailli par plein de stands de cartes SIM, limite vous savez pas où donner la tête. C'est vrai qu'en Chine c'est un peu différent. Je pense que c'est parce qu'ils sont moins habitués à accueillir des touristes. Du coup à l'aéroport ils ont pas forcément 15 000 stands de cartes SIM. Et voilà, au moins comme ça vous êtes prévenus. Peut-être prenez l'iSIM 1 ou 2 jours et après je vous conseille vraiment d'avoir une carte SIM physique. C'était la parenthèse carte SIM, je suis désolée c'était super long et ça partait dans tous les sens, mais c'est quand même important. Ensuite, 2 trucs indispensables, votre téléphone doit toujours avoir de la batterie puisque du coup comme vous commencez à le comprendre, vous en avez besoin pour tout en fait, pour tout, comme je vous ai dit, pour payer, pour vous déplacer, les transports, pour communiquer avec les gens en traduisant. Donc voilà, moi j'ai une batterie externe avec moi, je l'ai jamais autant utilisée, en fait j'utilise littéralement tous les jours. Et pareil, autre chose essentielle à toujours avoir sur vous, votre passeport les gars. Votre passeport, il faut vraiment pas le perdre. Moi je me tape des coups de pression là tous les jours, je vérifie 4 fois dans mon sac s'il y est toujours. Parce qu'en fait, au-delà des contrôles qui sont déjà assez fréquents je trouve, ils contrôlent quand même assez souvent votre passeport, soit par exemple avant de prendre le train, ou même des fois ça m'est arrivé à Pékin. Je sais pas si c'était parce que c'était une occasion spéciale, mais à Pékin, je me suis fait contrôler plein de fois dans la rue. Je vous jure, je vous mets un screen ici. Je devais aller d'un point A à un point B. Il m'écrivait du coup dans l'itinéraire à pied, j'étais à pied les gars, que je devais passer un péage obligatoire. Donc à pied, dans la rue, sur le trottoir, vous avez des petites zones de contrôle où en fait pour aller de l'autre côté de la rue, il faut contrôler votre identité et il vous contrôle le passeport. Ça m'est arrivé que à Pékin, peut-être que c'était parce que c'était une circonstance particulière, je sais pas. Mais voilà, dans ce cas, il faut toujours avoir sur vous au cas où il y a un contrôle d'identité. Et quand bien même en fait souvent votre passeport fait office de ticket d'entrée. Si par exemple vous voulez aller dans un temple, en fait votre billet d'entrée ça va être votre passeport. Parce que du coup quand vous allez acheter, ils vont prendre votre passeport et du coup ils vont le numériser, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais bref le fait est qu'au portique vous n'avez pas de ticket, vous avez votre passeport que vous passez et du coup vous rentrez comme ça. Donc le passeport il faut aussi toujours l'avoir pour ça. Et pareil du coup je reviens pour le train, votre passeport sera aussi votre ticket de train. Si vous réservez votre train sur trip.com, ça va automatiquement le relier à votre passeport et du coup arriver à la gare, vous aurez juste à scanner votre passeport pour rentrer. Ensuite au niveau de la bouffe, si vous êtes végétarien comme moi, c'est possible mais va pas falloir être difficile, je vous préviens. En fait on va dire que ça dépend un peu des régions. C'est vrai que là vers la fin de mon voyage j'ai fait Pékin et Shanghai, ça allait quand même un peu mieux. Je sais pas si c'est le fait que ce soit des grandes villes ou juste c'est une autre région de la Chine, mais je trouvais quand même assez facilement des restaurants qui faisaient des plats végés, même qui en proposaient plusieurs. Alors là j'étais hyper étonnée parce que c'est vrai que moi au début de mon voyage, donc notamment à Hong Kong puis les autres villes que j'ai pu faire du style Chongqing, Chengdu, j'ai un peu eu du mal à trouver des plats végétariens. Donc moi mon astuce c'est que du coup à chaque fois que je rentrais dans un resto, j'avais préparé déjà ma petite phrase sur Google Traduction, je disais est-ce que vous avez des plats végétariens, et du coup soit ils disent non, soit ils disent oui. Et alors dans ce cas là c'est un petit peu la roulette russe. À chaque fois moi ils me pointaient un truc sur la carte qui était écrit en chinois, ils me disaient on a ça, je disais ok, mais du coup je savais même pas ce que je commandais, donc ça m'arrivait plein de fois en fait de prendre un plat, je savais même pas ce que c'était la surprise une fois servi. Comme je vous ai dit en fait faut pas être difficile, des fois vous galérez à trouver un resto, il y a un resto qui vous dit qu'ils ont un truc, bah tu prends le seul truc qu'ils ont, voilà. Mais après voilà, globalement comme je vous ai dit c'est quand même possible. Je veux dire en Chine ils mangent énormément de nouilles, de riz, forcément il y a des légumes qui vont avec. Moi des fois ils m'ont revisité un peu des nouilles juste avec des légumes à la vapeur, bah écoutez c'est pas le meilleur repas que tu peux manger, mais ça se fait. Ils ont aussi, ça dépend encore une fois des régions, mais ils ont aussi quand même du tofu, donc voilà c'est quand même possible de trouver des plats assez basiques. Je sais qu'il y a un plat aussi qu'ils font, j'ai mangé quelques fois avec de la tomate et de l'œuf, riz tomate œuf, voilà encore une fois basique, mais c'est végétarien, donc voilà faut chercher et pas être trop exigeant et puis ça va le faire. Et ensuite pour ce qui est des déplacements du coup sur le territoire, malgré le fait que ce soit un grand pays, moi j'ai tout fait en train et honnêtement je trouve que c'est vraiment la meilleure option. Les trains en vrai sont confort, il n'y a jamais aucun retard, c'est super ponctuel. Voilà, en fait moi j'ai fait plein de trajets en train, ça s'est très bien passé. Au niveau des prix c'est assez raisonnable, c'est vrai que j'ai quand même payé quelques trajets chers par rapport à ce que j'avais entendu. Par exemple pour Pékin-Shanghai, c'est 5 heures de train, j'ai payé genre 80 balles, un truc comme ça. Je trouve ça un petit peu cher. Pour la Chine en tout cas pour ce que j'ai entendu, mais voilà, enfin je veux dire si j'avais pris un avion ça m'aurait revenu moins cher. Dans tous les cas je trouve que le train ça reste la meilleure option, et pour avoir fait une bonne partie du territoire, je trouve qu'au niveau pareil des longueurs de trajet, j'ai fait une seule fois une correspondance, vous en avez pas non plus pour des heures et des heures de trajet, enfin franchement non ça se fait assez facilement je trouve. Je conseillerais quand même de réserver un petit peu à l'avance, surtout si vous êtes pendant une période de fête comme ça a été le cas pour moi. Je suis arrivée en plein nouvel an chinois, c'est vrai que les billets de train partaient assez vite. Je pense que dans le reste de l'année c'est un peu plus chill, genre vous n'avez pas besoin de réserver trop à l'avance. De toute façon moi quand je vous dis de réserver à l'avance, moi je réservais jamais plus d'une semaine à l'avance. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui s'organise énormément à l'avance. La plupart de mes billets j'ai réussi à les avoir sans problème assez vite, même pendant une période de nouvel an.
Donc voilà, je vous préviens juste, vérifiez que vos billets sont bien disponibles quand même, mais voilà. Sinon au niveau de la sécurité, franchement je trouve que c'est un pays super safe, du coup en tant que femme qui voyage seule. Après j'ai jamais eu vraiment de problème en fait nulle part, mais voilà, si vous avez des interrogations par rapport à ça, honnêtement la Chine c'est quand même assez connu pour être vraiment safe. Au niveau du budget, moi je sais pas pourquoi dans ma tête la Chine ça allait coûter quand même plus cher que les autres pays d'Asie que j'ai pu faire, les pays d'Asie du Sud-Est comme la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, tout ça. Et au final je trouve que ça reste quand même à peu près dans la même tranche de prix. C'est un peu plus cher bien sûr, comme je vous ai dit par exemple le train à 80 balles pour 5 heures. Dans les autres pays que je vous ai cités ça reviendrait beaucoup moins cher. Mais sinon franchement, à part Hong Kong, encore une fois Hong Kong c'est à part, j'ai trouvé que c'était plus cher. Et encore je pense que c'est parce que une nouvelle fois j'étais pendant la période du nouvel an, donc peut-être que les hôtels sont partis plus vite. Et c'est vrai que je me suis retrouvée à payer une auberge jeunesse 30 € la nuit. Donc au niveau des prix ça ressemblait plus à une auberge australienne qu'une auberge en Asie. Non, dans tout le reste de la Chine, au niveau des auberges jeunesse, j'en avais pour quelques euros la nuit, je dirais entre 5 et 10, enfin voilà, très raisonnable. J'ai même eu une auberge, je pense que c'est la moins chère de toutes les auberges que j'ai fait de ma vie, c'était genre 3,50 € la nuit et franchement elle était hyper qualitative. Donc pour ce qui est de la bouffe, pareil la bouffe vraiment les gars c'est pas cher du tout. Si vous allez dans les petits restos locaux, vous en avez vraiment pour 1 à 2 € le repas, c'est vraiment pas cher. Pour ce qui est des taxis, les Didi, on est entre 2 à 5 €, ça dépend un petit peu de la durée de votre trajet, mais voilà, vous pouvez très bien faire une demi-heure de taxi pour 3 €. Donc encore une fois, c'est vraiment pas cher. Les transports en commun, on est sur quelques dizaines de centimes. Voilà, votre ticket de métro, votre ticket de bus, c'est genre 20, 30, 40 centimes. Donc vous pouvez vraiment vous en sortir pour un budget très très raisonnable. Et ensuite du coup pour mon itinéraire sur 30 jours, j'ai essayé de combiner un petit peu ville et coin nature. J'ai peut-être fait plus de villes que de campagne et que de coin nature que ce que j'aurais peut-être voulu faire. Avec du recul, j'aurais peut-être fait un peu plus un équilibre entre les deux, mais après je regrette pas non plus parce qu'honnêtement toutes les villes que j'ai fait, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, en fait finalement la solution c'est que je revienne. Voilà. Pour le déroulement de mon itinéraire, j'ai commencé par Hong Kong. Honnêtement, c'est, je pense, du coup, maintenant que je suis arrivée à la fin de mon séjour, ma ville coup de cœur, même si j'ai énormément aussi aimé Pékin et Shanghai. Hong Kong, en fait, je pense que c'est aussi parce que c'était peut-être le début de mon aventure en Chine, mais j'ai trouvé cette ville complètement what the fuck, complètement, je sais pas, en fait, des buildings énormes et puis à côté des petits quartiers. Enfin, en fait, c'était trop le bordel. J'ai trop aimé l'atmosphère de cette ville, c'était incroyable. Ensuite, j'ai fait Zhangjiajie, où du coup, j'ai pu faire un parc national où t'as des sortes d'énormes rochers. C'est là où a été en fait inspiré les décors du film Avatar. Même ils ont pris en fait directement des images du haut des rochers pour faire après leurs images de synthèse, il me semble, si j'ai pas de conneries. J'ai fait aussi du coup une petite ville à côté qui s'appelle Furong, qui est absolument magnifique, surtout de nuit. Voilà, c'est un petit village, enfin c'était trop bien comme journée. Ensuite je me suis dirigée vers Chongqing, qui est une énorme ville. J'ai été malade, donc j'ai peut-être pas apprécié cette ville à sa juste valeur parce que j'étais tout simplement en train de vomir. Voilà. C'est insupportable cet hélicoptère. Ensuite je suis allée à Chengdu, c'est là où il y a plein de réserves où tu peux voir des pandas géants. Donc ça c'était trop bien, j'ai trop kiffé pour ça. Après je suis allée encore plus au nord dans la montagne tibétaine. Je suis allée à Jiuzhaigou et en gros là-bas il y a un parc national encore une fois avec des lacs bleu azur absolument magnifiques. C'était trop beau. Ensuite là c'était ma plus longue distance en termes de transport. J'ai fait toute une journée de train et je suis arrivée à Luoyang qui est en fait l'ancienne capitale. Ça je l'ai su qu'après. En fait de base dans cette ville j'y allais pour faire une excursion en montagne pour aller voir des temples justement perchés à la montagne. Il veut pas faire sa patrouille ailleurs en fait qu'au-dessus de ma vidéo, c'est insupportable. Donc je disais, je suis allée dans cette ville pour faire du coup cette excursion là et en fait une fois arrivée sur place je me suis rendu compte que c'était en fait un endroit qui était réservé uniquement aux citoyens chinois, donc pas aux étrangers. Du coup j'ai pas pu y aller, donc j'ai visité l'ancienne capitale qui était absolument magnifique, donc je ne regrette pas. Et puis dans tous les cas ça restait sur mon chemin pour aller du coup vers Pékin. C'était du coup ma prochaine destination. Pékin j'ai adoré aussi, franchement la cité interdite, tous les temples qu'il peut y avoir sont vraiment super impressionnants et la ville est magnifique, enfin j'ai beaucoup aimé Pékin. J'ai fait du coup aussi une journée excursion à la Grande Muraille de Chine, pareil, absolument incroyable. Je vais vous donner d'ailleurs le stop auquel je me suis arrêtée pour la Grande Muraille, parce que du coup en fait vous avez plusieurs points touristiques puisque la muraille est immense comme vous le savez, et du coup il y en a des plus fréquentés que d'autres. Donc moi je suis allée à Jinshanling. Putain, je suis désolée les gars, je prononce trop mal. Jinshanling. Bref, je vous l'écris, ça sera plus simple pour éviter tout malentendu. Et en gros, c'est un stop qui est certes un peu plus loin, mais il n'y a personne les gars. Franchement, il n'y a personne, je vous jure, ça vaut tellement le coup. Dans tous les cas, vous avez de la route à faire en fait depuis Pékin, donc autant aller un peu plus loin. Apparemment, en plus, c'est la plus belle partie de la muraille, donc
Voilà, je ne comprends pas pourquoi les gens vont ailleurs que à ce stop. Voilà, je ne peux que vous le recommander. J'ai eu une trop bonne expérience là-bas. On était toute seule en fait, tout simplement. J'étais avec une Française que j'ai rencontrée. On n'était pas toute seule, mais on était genre de temps en temps on croisait 2 personnes quoi, enfin c'était une folie, c'était trop bien. Et ensuite du coup j'ai terminé à Shanghai, là où je me trouve actuellement. Shanghai pareil, coup de cœur, franchement très bonne ville, c'est hyper dynamique, c'est grand, c'est à la fois très moderne et vous avez aussi des petits quartiers un peu plus typiques, donc franchement c'est un très beau mix. J'aime beaucoup Shanghai, et donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est mon dernier soir ici, donc voilà, ça fait 1 mois que je visite ce pays. Franchement j'ai trop aimé l'expérience, c'était absolument génial. Là je dirais que tout est démesuré ici, vous avez les villes qui sont énormes et même tout ce qui est nature. Je trouve que tout est impressionnant en fait. Dans ce pays, tout est impressionnant. J'ai absolument tout aimé. Donc voilà, je peux que vous recommander de voyager en Chine un jour, si vous le pouvez. Mais voilà, du coup, grâce à la vidéo, vous avez un petit peu toutes les astuces pour que ça se passe au mieux. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite.